Il faut qu'on parle de ce truc qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui, j'ai nommé les NFT airdrop. On va donc voir exactement ce que c'est dans cette vidéo, comment ça fonctionne et d'où ça sort, pourquoi ça a tendance à bien performer, et on reviendra également rapidement sur le concept de ce qu'est un NFT et comment on peut en acheter, en revendre, etc. Bref, quelles sont les actions qu'on peut faire avec. Pour qu'on soit au même niveau d'information, on va déjà essayer de définir ce qu'est un NFT airdrop et tu vas voir que c'est pas si simple que ça. Alors la définition la plus simple que j'arrive à trouver là tout de suite, c'est un NFT qui donne très probablement un airdrop. C'est généralement des NFT qui sont soit officiels d'un certain projet. Par exemple, pour Eclipse, il y a la collection ASC, qui est une collection qui a été co-créée par Alucard, et Alucard, c'est le responsable communauté d'Eclipse. On peut difficilement faire plus officiel que ça. Et en deuxième exemple, une collection qui n'est pas officielle, avec par exemple les Honeycomb, qui est une collection de The Honey Jar, une énorme communauté qui build sur Berachain et qui connecte avec plein d'autres projets de l'écosystème. À l'inverse d'ASC pour Berachain, The Honey Jar n'est pas du tout affilié à Berachain. Ce qui se passe, c'est que ces NFT là sont créés, sont émis, ils vont faire leur petite vie et surtout il va y avoir des spéculateurs qui vont spéculer dessus. Le truc qui fonctionne bien en ce moment, c'est les airdrops et donc les gens vont spéculer qu'il y aura probablement un airdrop et donc un pourcentage de la supply alloué aux holders de ces NFT. Et le premier paramètre qui est super important ici, c'est le probablement. Parce que finalement, ça veut dire quoi, probablement? Quand ça parle de collection officielle, on pourrait peut-être être sur un 90-95% de chance. Mais maintenant, quand tu prends une collection qui n'est pas officielle, mais qui a pour seul argument d'avoir un rôle disponible sur le Discord de Berachain, j'estime à combien ce pourcentage de chance que détenir ce NFT là, ça donne un airdrop. D'où cet élément là de probabilité parce qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, oui c'est le cas, et si ça se trouve, non c'est pas le cas et ce sera jamais le cas. Et là je t'ai donné deux exemples qui sont pas trop tarabiscotés. D'un côté on a une collection officielle, de l'autre on a une collection non officielle mais qui donne un rôle sur le Discord officiel. Ça c'est des cas assez basiques, mais on peut avoir tout un tas d'autres situations encore plus obscures, bizarres et étranges. Comme des projets qui a posteriori vont récompenser des collections qui ne donnent aucun rôle sur Discord et pour lesquelles visiblement ils sont pas plus affiliés que ça. Des projets qui viennent rajouter en plus une condition au fait de détenir un NFT. Donc il faut détenir le NFT, plus être sur tel Discord, plus avoir fait 5 transactions par exemple. Bref, le champ des possibles est absolument infini. Ces NFT là, ils vont donc tirer leur valorisation de plusieurs choses. La première, on vient de la voir, c'est très clair, c'est la probabilité de recevoir un airdrop. Et plus la communauté NFT est proche du projet qui pourrait faire un airdrop, plus il y a de chances que ça se produise. Ensuite, on a ce qu'on peut attendre du projet en tant qu'airdrop et donc la valorisation du projet en question. Les NFT qui sont reliés à l'écosystème de Berachain, ils vont pas se valoriser de la même façon que les NFT qui sont reliés, je sais pas, à l'écosystème de Mod Network par exemple. Et ensuite, la perception du délai avant l'airdrop. J'insiste ici sur le mot perception parce que personne ne sait exactement quand est-ce qu'un airdrop va avoir lieu et si même un airdrop aura lieu un jour. Là où dans certains cas c'est assez évident parce que c'est indiqué, Berachain par exemple, dans d'autres cas c'est largement plus compliqué de se faire une idée là-dessus. On met tous ces paramètres là et probablement quelques autres dans la machine à spéculer et on va avoir un certain bonhomme qui va décider et ce bonhomme là il s'appelle le marché tout simplement. Et le truc c'est que tu peux être ou non d'accord avec ce que le marché il dit et c'est quelque chose sur lequel tu peux tirer un profit ou une perte tout simplement en achetant ou en revendant ces NFT qui au final deviennent juste des proxys d'un airdrop futur. Le game étant évidemment d'acheter le NFT moins cher que l'airdrop que tu vas recevoir par la suite ou alors de le revendre avec une plus-value avant l'airdrop. Généralement les airdrops de ce type là ils fonctionnent de façon particulièrement simple. Il y a une snapshot qui est prise à une date inconnue et qui est révélée a posteriori et si tu détenais effectivement le bon NFT au moment de cette snapshot, tu es éligible. Sinon, malheureusement, tu ne l'es pas. Tout ça, ça crée plein de nouvelles mécaniques et on va essayer de voir comment on peut en tirer parti. Ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, on va passer au concret avec de vrais exemples et on va voir ce que ça donne dans la réalité. Premier exemple, c'est un cas de figure là où ça avait pas du tout fonctionné. C'était un tout petit peu avant l'airdrop de Scroll et j'avais minté des Scrolls. Je les avais mintés dans l'objectif de pouvoir les revendre plus tard parce que je me suis dit qu'il allait y avoir des gens qui allaient spéculer sur le fait que ça pouvait être un critère. Scroll est tombé juste quelques semaines après et comme tu le sais très bien, l'écosystème de Scroll s'est effondré et en prime, détenir ce NFT n'a donné absolument aucun token. Et avec ça, le prix de ces NFT s'est complètement effondré. D'ailleurs, ils sont quand même vachement bien remontés, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près au prix du mint. Et pendant une grande période, ça valait plus rien et c'était quasiment impossible de s'en débarrasser. Donc ça, par exemple, ça c'est un play qui a pas fonctionné. En contre-exemple, un play qui a super bien fonctionné, c'est Validators sur Eclipse, qui du coup est une deuxième collection sur Eclipse, mais qui celle-ci n'est pas officielle. J'avais minté ça en août et il me semble qu'ils étaient à 0,02 Ether le mint. Et j'ai revendu il y a pas si longtemps que ça, aux alentours de 0,27, 0,28. Ça c'est un énorme coup et c'est très rare parce qu'on est quand même
même sur un x15 presque. Mais encore une fois, ça arrive pas tout le temps, t'as largement l'occasion de les vendre avant en général si le prix monte. Et aussi, tu sais jamais ce qui peut se passer tant que tu ne l'as pas vendu. Par exemple, pendant très longtemps, le prix de la collection était aux alentours de 0,10. Un autre trade que j'avais pris et qui a particulièrement bien fonctionné, c'est Honeycomb. Ceux-là, je les avais achetés à 0,34. D'ailleurs, t'as l'historique juste ici, comme ça, voilà, c'est clair. C'était il y a un petit peu plus d'un mois et j'avais déjà l'impression d'être un petit peu en retard sur ce play. Et vraisemblablement aujourd'hui, pas vraiment, vu qu'ils sont aux alentours de 0,80. Alors ça, c'est l'offre la plus élevée, mais si on va sur le floor, ici, elle est effectivement à 0,81. Très content de ce play-là, et pour le coup, celui-là et les validators, j'avais partagé sur la newsletter payante. Donc voilà, ça c'est des exemples de play et de comment ça peut fonctionner. Comme tu as pu le voir, ça marche absolument pas à chaque fois. Parfois, tu peux minter des projets et ça donne au final rien du tout. C'est d'ailleurs plus souvent le cas qu'il ne se passe pas grand-chose plutôt que l'inverse. Mais quand ça fonctionne, les play NFT, en général, ça perf plutôt bien. Juste avant de te montrer comment tu peux te positionner là-dessus, on va peut-être regarder un petit peu les bases des NFT parce que je sais que tout le monde n'est pas spécialement familier avec les NFT. Il y avait un moment là où c'était le cas, là où ça en parlait beaucoup, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Juste pour reprendre les bases, NFT ça veut dire Non-Fungible Tokens, et ça veut tout simplement dire que chacun de ces tokens-là a son identité propre et sont différents les uns des autres. Alors effectivement, si je te montre une collection de NFT, par exemple les Pudgy Penguins, tu vas me dire, oh oui, le 1866, il a une tête différente du 919. C'est clair, c'est sûr, c'est visible. Par contre, si on retourne sur les Honeycomb, là c'est un peu plus flou la différence entre, je sais pas, celui-là et celui-là, quoi. Mais sachant que c'est des NFT, il y a quand même une différence, et cette différence-là, on va la retrouver sur l'Explorer. C'est qu'à chacun de ces NFT est associé ici un token ID. Et donc même s'ils ont l'air d'avoir absolument tous la même tête, eh bien ils ont tous un token ID qui est différent. Le token ID qui du coup correspond plus ou moins au numéro du NFT. Ça implique également que ce sont des tokens qui sont indivisibles. Je sais pas, on prend Bitcoin, tu peux acheter une fraction de Bitcoin, tu peux acheter des Satoshi si tu veux. Les NFT ça marche pas comme ça et t'es obligé d'acheter un NFT en entier. Donc par exemple ici pour les Honeycomb, 0,81 Ethereum c'est en dehors de ton budget, mais tu veux quand même prendre position sur un Honeycomb, et ben c'est juste techniquement et mathématiquement pas possible. Parce que si tu veux en posséder un, et ben t'es obligé d'en acheter un entier. Tu peux pas avoir 0,5 Honeycomb par exemple, ça marche pas. Alors qu'Ethereum, tu peux te dire un Ethereum c'est quoi, c'est 3500$, c'est trop cher pour moi, je vais peut-être acheter 0,01 Ethereum et ça fait 35$. Là avec les NFT c'est juste pas possible. Oui je sais, pour ceux qui connaissent j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un truc qui est un petit peu moins connu que le fonctionnement des tokens, donc je me permets quand même de le réexpliquer ici. Ça c'est la plus grosse particularité de ces tokens. Pour acheter un NFT, tu vas passer par une marketplace, la plus connue étant OpenSea, et OpenSea va gérer la majorité des grosses blockchains. J'entends par là que OpenSea va être sur Base, sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Optimism, etc. Et donc si tu souhaites acheter un NFT, tu vas simplement le sélectionner, cliquer sur Buy Now. Là, vu que j'ai pas les 0,81 Ether pour m'en acheter un, il va tout simplement me proposer de l'acheter en euros via un de leurs partenaires MoonPay. Mais pour l'exemple, on va plutôt regarder un NFT que je pourrais acheter, donc je vais cliquer ici sur Buy Now. Voilà, il y a la prévisualisation de la transaction qui s'ouvre. Ça me dit que je vais envoyer cette somme-là en Ether et qu'en échange, je vais récupérer le NFT et le NFT de cette collection numéro 8421. Pas plus compliqué que ça, je signe ma transaction, elle passe sur la blockchain, elle est valide, je reçois mon NFT. Et du coup, je suis prélevé de la somme qui va bien en Ether. Le jour là où je souhaite vendre mon NFT, je vais simplement aller sur ma page OpenSea, je sélectionne le NFT que je veux vendre et je vais cliquer ici sur List for Sale. Il va me demander à combien je veux le lister. Très bien, je vais le lister par exemple ici à 0,8. Il va me demander combien de temps tu veux que ce listing soit en place. C'est-à-dire ici que si au 5 février il n'est pas vendu, il sera automatiquement plus en vente. Et ici on a la partie sur les frais. OpenSea va charger 2,5% de frais sur la vente. Et il y a également des frais qui sont chargés par le créateur qui sont en général optionnels. Ça c'est toi qui décides si tu veux les payer ou si tu ne veux pas les payer. Tu peux mettre 0. Et tu peux lister. Ça fonctionne en deux transactions, une première pour donner l'autorisation à OpenSea de venir chercher ton NFT quand quelqu'un veut l'acheter, et une deuxième pour effectivement lister le NFT. Pour le coup, moi je veux pas le faire, donc j'annule ma transaction. Une fois que c'est validé, ton NFT se retrouve dans la liste des NFT qui sont juste ici, et donc qui sont listés, et n'importe qui peut décider de l'acheter au prix auquel tu l'as listé. Au moment là où quelqu'un l'achète, la personne reçoit donc le NFT, et toi tu reçois l'argent que tu as demandé. Et voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Une autre fonctionnalité qui existe, c'est ce qu'on appelle les offres que tu vas venir retrouver juste ici. Et là, c'est un mec qui a placé cette offre-là et qui dit « Moi, je rachète n'importe quel Pudgy Penguins à 23,1 Ethereum ». C'est une façon de fluidifier le marché, de vendre en instantané sans avoir besoin de trouver un acheteur. Tu peux donc également décider soit de vendre en instantané ton NFT via les offres, ou alors essayer d'en acquérir un à un prix un petit peu plus faible via une offre, sachant qu'il y a un discount qui s'applique juste ici. En fonction des blockchains, tu tomberas peut-être sur des interfaces qui sont un petit peu différentes. Je pense par exemple à Element, sur lequel il y a beaucoup de collections qui sont listées, ou encore Magic
Pokédon par exemple. Là où les interfaces ont l'air quand même vachement différentes quand tu regardes assez rapidement, au final c'est toujours la même chose, tu peux acheter, lister et faire des offres. C'est juste l'interface et la blockchain que tu veux utiliser qui sont un petit peu différentes. Pareil si tu utilises des marketplaces NFT sur par exemple Solana avec Eclipse, là où ça fonctionne exactement de la même façon, c'est juste l'interface qui est totalement différente. Mais sinon si je veux acheter un NFT, j'ai juste à cliquer sur Buy, il va m'envoyer la transaction et il va me dire bah ici j'ai pas les fonds suffisants. Mais sinon je pourrais directement acheter le NFT en question. Voilà, ça c'est vraiment les trucs les plus basiques qu'il faut savoir sur les NFT. Avant de parler de certains de ces plays, je voulais également rappeler les différents risques qui sont associés à ça. Et comme d'habitude, c'est une vidéo qui est uniquement à but éducatif. Premier risque, c'est tout simplement que le projet que tu vas venir minter peut s'essouffler avant qu'il y ait le moindre airdrop. C'est possible parce qu'il faut quand même un minimum de carburant du côté du projet pour que celui-ci continue de créer du contenu, continue de faire parler, essaye de négocier des partenariats, etc. Et ça veut dire que tu dois quand même acheter un minimum le bon cheval, quoi. Ensuite, d'être au courant qu'il peut se passer un tas de trucs. Parfois, le projet peut juste ne pas prendre et au final quand même être éligible à un airdrop. Je pense par exemple à la majorité des NFT sur Fuel qui, il me semble, n'avaient pas pris des grosses valorisations. Cependant, ils étaient bien éligibles à l'airdrop de Fuel et c'était largement plus intéressant d'être éligible à l'airdrop que d'essayer de revendre la plus-value du NFT. Un autre risque, c'est tout simplement que le NFT que tu achètes pour spéculer sur un potentiel airdrop ne donne jamais d'airdrop et donc que tu sois pris au dépourvu avec l'impossibilité de vendre ton NFT car personne ne veut te le racheter. Oui, c'est une possibilité et oui, ça arrive bien plus souvent que tu ne le penses. Et ensuite, se positionner sur des NFT qui représentent des écosystèmes, c'est également prendre le pari que l'écosystème en question va prendre de l'attraction dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ce qui n'est non plus absolument pas une garantie. Il peut également y avoir un autre projet NFT qui vient lancer par la suite et qui chope bien plus de hype et qui va venir supplanter celui que tu as acheté. Et encore un dernier truc, certains de ces NFT vont agir plus ou moins comme des pump and dump, sachant que les NFT c'est super liquide, et bien il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Voilà, je pense que tu as une bonne idée de quasiment tout ce qui peut arriver si tu décides de te positionner là-dessus. Je rajouterai également que c'est très important d'avoir un objectif, que ce soit un objectif de temps, de prix, ou alors tout simplement de métrique de croissance de l'écosystème pour pouvoir revendre par exemple, parce que sinon tu peux te retrouver à ne jamais revendre le NFT, et en plus de ça, à te retrouver sans airdrop parce que malheureusement c'était le mauvais cheval. Après, libre à toi de faire comme tu veux, et évidemment. Pour commencer, je suis obligé de mentionner les Honeycomb. Et c'est un cas de figure un petit peu particulier parce que ce sont des NFT qui ont une valeur en dehors de l'airdrop de Berachain. En effet, ils sont tellement bien positionnés dans l'écosystème qu'en posséder, ça te donne droit à plein de whitelists dans plein de projets. Et ça, c'est quand même vachement cool. De mon côté, à ce prix-là, honnêtement, je sais pas si j'en achèterais. Je pense qu'on est à peu près au pic de ce qu'on peut avoir d'un point de vue hype pour le pré-lancement de Berachain. Et peut-être qu'après l'airdrop, il y aura un coup à jouer, là où le prix va bien descendre, et il y aura toujours des NFT, des meme coins, etc. à aller choper en whitelist avec ce même NFT. Ensuite, un play sur Sonic avec les NFT Humans on a Sonic Trip, collection assez rare avec seulement 1000 items, et une collection d'une artiste OG de FTM, donc l'ancien Sonic. Perso, j'en ai pris quelques-uns parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 50 collections qui peuvent être un petit peu blue chip sur Sonic, et je me dis qu'avec ce qu'ils ont prévu, la blockchain pourrait bien se développer, et donc certains NFT pourraient bien prendre en valorisation. À savoir qu'il y a également un NFT officiel qui serait airdroppé par Sonic directement, et celui-là pourrait compenser les personnes qui avaient participé à la campagne il y a quelques mois, là où on pouvait gagner des shards, et ça c'était sur Galaxy si je dis pas de bêtises. On devrait les recevoir dans les prochaines semaines normalement et il y a moyen que ça se monétise bien. Autre play, et là c'est sur Babylon, donc l'écosystème de la BTCFi. La seule collection qui construit là-dessus c'est Babylonians, et petit disclaimer, j'ai bossé sur ce projet donc je peux pas être 100% neutre dessus. C'est un projet qui essaye de prendre de plus en plus d'ampleur du coup dans tout cet écosystème qui est relié à Babylon, et également la BTCFi, et il y a déjà 2 rôles Discord qui ont été chopés dans des projets qui ont levé des fonds. On est sur une supply qui est quand même assez limitée avec seulement 2100 NFT et un floor aujourd'hui de 0,03 Ether. Sur Base, on a la collection des Base Punk avec 5000 items, et c'est donc une itération un petit peu différente de ce qu'on peut avoir d'habitude sur les CryptoPunk avec un design un petit peu différent. J'en ai personnellement pas, mais pourquoi pas, à mon avis c'est la plus grosse collection NFT sur Base. Du côté d'OpenSea, il y a ce NFT là en 95 000 exemplaires qui s'appelle Gemesis. Il avait été distribué aux gros utilisateurs de la blockchain il y a un petit moment, et avec OpenSea qui a été racheté par Lucas Ness des Pudgy Penguins, plus le fait qu'il y avait du teasing pour une nouvelle version d'OpenSea qui devait très bientôt voir le jour, il y a moyen que ça se valorise. A noter que ça c'est une collection qui est sur Ethereum avec un price tag qui est plutôt faible, et donc que tu vas payer assez cher en frais de transaction relativement au prix du NFT. Perso, j'en ai pas de cela. Ensuite, on va avoir ASC, une collection de 10 000 pièces qui est officielle sur Eclipse, avec un prix actuel à 0,65 Ether par NFT. Je tiens quand même à mentionner que la collection est un peu bizarre, notamment le fait que le nombre de holders soit bloqué à 8300 depuis le lancement et qu'il a jamais évolué, et surtout que les NFT sont affichés de façon un peu bizarre sur l'Explorer d'Eclipse. Donc je dirais que c'est un petit peu moins transparent que ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres collections. Je trouve le price tag quand même vachement
vachement élevé pour Eclipse parce que Eclipse c'est pas le truc le plus hypé au monde non plus. Perso, je suis pas trop fan d'Osplay, mais pourquoi pas, pour quelqu'un qui veut vraiment jouer Eclipse à fond, je pense que ça peut se tenter. Toujours sur Eclipse, mais cette fois-ci avec un floor qui est quand même un petit peu plus abordable, c'est les Validators. Ça, c'est la toute première collection qui est lancée sur Eclipse, actuellement avec un floor de 0,23 Ether et 3333 NFT. On est sur quelque chose de quand même plus abordable, mais surtout on est sur quelque chose avec une supply qui est bien plus petite. Et donc le combo bien plus petit, plus floor largement plus bas, enfin, c'est vrai que ça peut faire de l'œil. Perso, j'en avais quelques-uns pendant un paquet de temps et je m'en suis débarrassé aux alentours de 0,3 Ether. Et là, ils sont donc un petit peu retombés. Pour jouer la croissance d'Eclipse, je me positionnerais aujourd'hui plutôt sur un Validator que sur ASC. Et même réflexion que sur ASC au niveau du compteur d'owner, on voit tout simplement pas ce qui se passe là derrière. Sur un écosystème complètement différent, ici sur Celestia, on a également les Celestine Sloths. Ça, c'est un écosystème que je connais quand même beaucoup moins bien et je pensais que ça avait quand même perdu pas mal de sa hype parce qu'il y avait un moment là où il y a eu des décisions un peu douteuses qui ont été prises par les fondateurs du projet, mais au final ça a l'air d'être plus que revenu et ils sont encore aujourd'hui à plus de 5000 $ de floor. Attention, c'est une collection qui est quand même connue pour avoir beaucoup d'insiders dedans et ouais, de mon côté je serais pas trop à l'aise d'en détenir. Sur une narrative similaire mais avec un price tag qui est plus abordable, il y a également les Mamos, littéralement des mammouths du coup. Là on a 10 000 NFT et actuellement ils sont à 370 TIA, ce qui fait quand même 2000 $ du NFT. Pareil, c'est un créneau que je connais pas très bien, alors je vais pas me prononcer plus que ça sur cette collection. Sache juste que ça existe et si ça t'intéresse, tu peux faire les recherches qui vont bien. Voilà donc pour une petite liste de projets NFT qui ont déjà lancé et qui sont déjà live et donc que tu peux acheter au secondaire. Évidemment, la liste n'est pas complète et il y en a plein d'autres. Je t'ai juste listé ici ceux avec lesquels je suis le plus familier. Ça, c'est donc pour ceux qui sont déjà live, mais il faut savoir qu'il y a régulièrement de nouvelles collections qui lancent. Que ce soit pour des écosystèmes qui ont déjà leur propre NFT et donc sur lesquels il y a déjà d'autres positions, ou alors sur des écosystèmes qui ne sont même pas encore live. En ce moment, il y a énormément de hype sur les prochains lancements. Je pense notamment à ceux pour Monad, Abstract ou encore Hyperliquid EVM. Le truc, c'est que c'est une narrative qui commence à devenir un petit peu plus connue et donc aujourd'hui, c'est vachement compliqué de se débrouiller pour obtenir des whitelists. Parce que oui, généralement, ce ne sont pas des mints qu'on peut choper juste comme ça. Donc il faut quand même pas mal suivre les écosystèmes et regarder les mints qui vont lancer dans les prochaines semaines. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait le taf pour l'écosystème de Monad, avec donc une liste de projets, ce qu'il faut faire pour être dans la whitelist, et même certains pour lesquels c'est plus simple que d'autres. Et je t'envoie ça dans le récap de la semaine ce samedi à 18h. Si tu souhaites le recevoir, c'est directement le premier lien en description. Et sinon, on est déjà à la fin de la vidéo et je peux te recommander une nouvelle vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!